Pot de Frise, saison 2, épisode 12, 65 ans de kitsch et de paillettes. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Aujourd'hui, on va parler donc de l'Eurovision, ce magnifique concours de musique. C'est à peu près tout ce que je sais de ce sujet. Et heureusement, Sophia, bonjour Sophia, Bonjour Inès. on sait un petit peu plus parce qu'il s'avère que c'est une institution en Suède et que Sophia est suédoise, donc heureusement. Parce qu'en Suisse, c'est tellement peu commun que perso, C'est vrai que c'est assez peu commun en Suisse quand même. Moi, la seule expérience que j'ai de l'Eurovision, c'est quand à l'école espagnole, quand j'étais enfant, je devais apprendre les chansons de l'Eurovision de l'Espagne, alors que j'avais aucune idée de ce que c'était que ce machin. Donc voilà, je me réjouis que tu m'expliques un peu ce dont il s'agit. Puis avec un peu de chance, à la fin de cet épisode, tu verras que c'est plus qu'un concours. J'espère. Écoute, j'ai tellement entendu parler de ça que maintenant, j'aimerais savoir pourquoi ça a une aussi grande... Les attentes, elles sont hautes. Donc. Exactement. Alors, je sais pas déjà, est-ce que tu peux me parler un peu de qu'est-ce que c'est que ça et d'où ça sort? Enfin, Très bonne question. Alors déjà, bienvenue à cet épisode sur l'Eurovision. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi l'Eurovision ? bonne remarque. C'est parce que cette semaine, en fait, demain déjà, mardi le 18 mai, c'est la première demi-finale de la 65e édition de l'Eurovision, c'est-à-dire cette année. Stylé. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ça tombe bien. On va pouvoir discuter de ce fameux concours qui est quand même vachement connu dans toute l'Europe, mais la Suisse, pour X raisons, La Suisse. elle est passée à côté. Pour changer, tu vois, il y avait déjà l'Union européenne, il y a plein d'autres choses, la Suisse elle passe un peu à côté. Mais du coup, on se réjouit de plonger dedans cette fois. Ouais. Alors je pensais déjà commencer avec un petit background, qu'est-ce que c'est l'Eurovision, pourquoi ça existe en fait. Avec grand plaisir. Qui a eu cette idée? Et d'où ça vient aussi. Ouais. Parce que dans ma tête, ce genre de concours, ça vient genre des États-Unis. Mais bon, l'Eurovision, j'imagine que c'est plutôt européen dans le style. Donc voilà, Très tu vas bien pouvoir nous vu expliquer Inès, tout ça. très bien vu. Merci, je suis extrêmement douée, je le sais. Alors en fait tout a commencé, alors tu seras peut-être même choquée d'apprendre que l'Eurovision... En Suisse. Non. Alors, oui, mais je vais en venir. En fait, l'Eurovision a été créée dans un contexte après-guerre, donc après la Deuxième Guerre mondiale, Ok. par ce qui est nommé en anglais le European Broadcasting Union, la EBU, ce que vous allez entendre beaucoup dans le monde de l'Eurovision, mais on appelle ça en français l'Union Européenne de Radio-Télévision. Et eux, en 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la bombe, c'était un peu chaud. J'aime bien cette définition de la Deuxième Guerre mondiale. Continue, vas-y seulement. On aimerait bien essayer de rassembler quand même les pays européens parce que et essayer de trouver un lien commun culturel qui pourrait les rassembler et former un nouveau lien qui sera musical et diffusé dans tous les pays en même temps. C'est hyper intéressant, c'est un peu le pendant social ou culturel de l'Union européenne qui se base quand même sur... qui a des bases marchandes. C'est hyper intéressant, ok. Donc en fait l'idée c'était vraiment, on va essayer de recréer des liens entre tous ces pays et en même temps profiter évidemment parce que c'était censé être diffusé donc, dans tous ces pays. Et donc la première édition elle a eu lieu en 1956. Donc ça date quand même pas mal. Il faut se dire qu'à l'époque c'était en noir et blanc. Le système de vote, il ressemblait à rien de ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Parce que oui, il y a un système de vote. Bon, après, il faut se dire que la première édition, elle n'avait pas beaucoup de pays encore. Si tu pars du principe qu'aujourd'hui, cette année, il y a 39 pays qui vont participer dans le concours. En 1956, ils étaient 7. Ah ouais. Donc ça a énormément grandi entre deux. Tu sais quel pays était membre de l'Union européenne, bien sûr Inès, de l'Eurovision à ce moment-là? Les 7, c'était la Suisse, c'était... Quoi? La Suisse? Ouais, il y avait la Suisse. Il y avait, je crois, le Luxembourg, il y avait fort probablement la France,
l'Allemagne, l'Angleterre. Ouais, faudrait peut-être revérifier ce Alors, que je je suis en train t'avoue de que dire. Luxembourg et Suisse, je m'y attendais mais pas du tout alors. Genre, Ouais. j'avais aucune idée. Puis, t'as dit maintenant, il y a 39 pays à l'Eurovision. Cette année, il y en a 39, mais il y en a déjà eu dans plus des 40. C'est-à-dire que chaque année, ça fluctue. C'est pas toujours les mêmes années qui vont participer. Mais du coup, c'est pas que des pays de l'Union européenne, en Non, l'occurrence. Bon, c'est déjà, s'il y a la c'est Suisse. pas forcément que des pays de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a par exemple l'Azerbaïdjan qui oui. participe à l'Eurovision, et puis l'Azerbaïdjan, c'est pas un pays qui... Ah oui, non. Ou l'Arménie, par exemple. Ok. Si jamais pour ceux qui se demanderaient comment j'ai su qu'il n'y avait pas que des gens des pays de l'Union européenne, c'est parce que je viens de checker sur internet et il n'y a que 27 pays membres de l'Union européenne. Voilà, petit fun fact. Toujours chouette à sortir ça pendant les repas de famille. Oui, vous savez, 27 pays dans l'Union européenne. Bref, continue Sophia. Ouais. Je cesse de Il y en avait digresser. 28 avant que l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne fasse Ah son oui, le Brexit, j'avais Ouais. oublié ça, oui. Bon, bref. Tout ça Voilà. pour dire, revenons Donc, à l'histoire de l'Eurovision. l'Eurovision. La première édition, en fait, elle était en Suisse. Et ça avait aussi... Il y avait clairement, c'est une question d'image et de neutralité. Ah, évidemment. Bien sûr, comment parce n'ai-je que pu comme... y penser Ben oui. c'était à Lugano. Et guess what? C'est aussi la Suisse qui a gagné cette année-là. La Sérieusement toute première édition C'est de ouf, l'Eurovision qui a eu lieu en Suisse, bah, c'est aussi la Suisse qui a gagné. Et ce qui est marrant, c'est que, petit fun fact, bah, c'était seulement 7 pays en fait qui ont participé. Ouais, donc le mérite est Et quand même le relatif. Luxembourg, alors ça c'est quand même vachement marrant, le Luxembourg a donné son vote à la Suisse, qui a voté pour elle-même. Quoi? Ce qui Pourquoi a du coup fait... Bah je sais plus, je sais vraiment pas pourquoi, mais le Luxembourg s'est juste dit... Ah, bah, c'est trop chou. Par solidarité entre petits pays. Moi, je trouve ça chou. Ok, non, trop chou. Mais du coup, c'est quand même vachement marrant que un concours qui ait lieu en premier lieu en Suisse, avec un gagnant suisse, ne soit pas aussi répandu que ça, en fait, dans ce pays. Bon, on a déjà gagné une fois, pas besoin de plus, on s'en fout maintenant. C'est plié. Donc, pour vous mettre un petit peu dans le bain, il y a 2-3 stars qu'on connaît de l'Eurovision, notamment ABBA. Sérieusement ABBA, ils ont gagné l'Eurovision avec la chanson Waterloo. Oh man, j'avais aucune idée. Je sais pas si tu connais Johnny Logan, mais il a gagné avec la chanson What's Another Year et Hold Me Now pour l'Irlande, et lui c'était une grande star de son époque. Alors le nom me dit quelque chose, mais bon, pas Il y a plus que aussi ça. à l'Eurovision eu France-Galles avec la chanson Poupée de cire, Sérieusement écrite par Serge Gainsbourg. J'avais aucune idée. Alors, Ouais. je connais cette chanson. Ouais, cette c'est une chanteuse, pépite mais en plus, purée, plein de gens la j'avais connaissent. aucune idée. Ouais, c'est ouf, hein. Nom d'un Et finalement, Céline Dion. Quoi Mais qui a participé en fait pour la Suisse. Alors non, elle n'est pas suissesse, on est d'accord. mais elle est canadienne. Mais bon, Ouais, elle, j'allais elle dire. devait participer pour un pays européen et puis elle avait choisi la Suisse. Bref. Et Oui, puis elle effectivement. chantait Ne partez pas sans moi. Ok, je connais pas non plus, mais je connais quand même Céline Dion. Donc voilà 2-3 Purée. exemples de ce qu'a pu nous apporter l'Eurovision dans le passé. J'avoue. Et c'est dingue, je m'y attendais pas du tout. Je sens que cet épisode va être rempli de surprises pour moi. Alors je me suis dit juste déjà pour poser les bases avant de continuer sur la complexité de ce beau concours. Juste vite fait le fonctionnement, donc comme j'ai vite fait mentionner au début de cet épisode, ça fonctionne avec 2 demi-finales. Donc il y aura la moitié des pays qui vont d'abord concourir dans la première demi-finale, ensuite la deuxième moitié dans la deuxième demi-finale. Ceux qui passeront la demi-finale arriveront dans la finale et vont ensuite concourir pour savoir qui va gagner et qui va avoir le prix. Si on devait comparer par exemple aux demi-finales de foot, ce serait comme un match aller et un match retour. Mais tout le monde joue dans les 2 matchs. Ouais. Ok. Ouais, c'est pas une comparaison extrêmement réussie, mais comme ça me permet de comprendre. D'accord. Je t'avoue que c'est pas avec cette comparaison que je pourrais être Ouais, plus bon, il y a claire, une qui mais comprend l'Eurovision, bien. puis l'autre qui comprend le foot. Alors on n'est pas sorti de l'auberge. Bref, d'accord, je vois l'idée. Donc en fait, si toi, disons, Inès, tu représentes l'Espagne Let's go. et que tu gagnes, Ouais. ce qui serait incroyable parce que l'Espagne n'a pas gagné depuis longtemps. J'ai cru que t'allais dire que c'était incroyable si moi je gagnais pour l'Espagne, mais dans le doute, je prends ça très bien. Ok. Super, ouais. Ça voudrait dire que l'Espagne, donc le pays pour lequel le pays que tu représentes sera l'hôte de l'Eurovision l'année prochaine. Ok. Et du coup, cette année, ça a lieu. À Rotterdam, aux Pays-Bas. Donc c'est les Pays-Bas qui ont gagné l'année passée. Alors non. Les Ok. Pays-Bas, ils ont gagné il y a 2 ans. Parce que l'année passée, à cause de la pandémie, il n'y a pas eu d'Eurovision. Ok. Et donc voilà, chaque année, il y a 2 demi-finales, une grande finale où plein d'interprètes, plein d'artistes
chantent des chansons. Waouh. Mais du coup, ça se passe toujours à peu près en mai. C'est tout le temps en mai, mi-mai, Ok. à chaque fois normalement. Et ça dure combien de temps? Parce que du coup, tu as parlé des demi-finales. Alors, je pour dirais cette semaine. que oui, une demi-finale dure à peu près 2-3 heures. Mhm. Et une finale, ça peut durer assez longtemps parce qu'en fait, tu as toute la partie du chant des chansons, enfin du spectacle même, disons, du concours. Puis ensuite, tu as les votes. Tu as la phase des votes. Ouais. Donc en fait, tu as la population qui peut voter. Mhm. Donc tu envoies des SMS, tu appelles ou tu utilises l'application parce qu'évidemment, Il y a une l'ère digitale Évidemment. oblige. Et puis ensuite aussi, il y a un jury qui est composé d'interprètes ou de personnes que ces pays jugent aptes à juger la qualité musicale d'une entrée d'un pays. Ok. Et donc en fait, au final, ça compte à 50% les votes de la population et à 50% le vote des jurys. Donc si une chanson est extrêmement aimée par la population, elle va pas forcément gagner parce qu'il faudrait aussi qu'elle soit aimée par le jury. Et c'est pour ça que c'est pendant la phase de vote qu'il y a beaucoup de suspense parce qu'un favori, disons, européen ou de certains pays pas forcément ne va pas forcément gagner ou ne sera pas forcément gagné. Ou alors, les votes pourront changer en seulement quelques minutes de beaucoup de points. Mais du coup, ça peut durer assez longtemps apparemment, mais le concours en lui-même, il prend combien de temps? Je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, un mois, une année? C'est assez compliqué à dire comme ça parce qu'en fait, si tu veux, chaque pays doit envoyer des artistes ou un artiste, ou en tout cas une chanson. Okay. Et donc, chaque pays a son système pour trouver la chanson. Je vais prendre l'exemple de la Suède. En Suède, il y a tout un concours pour trouver la chanson qui ensuite va concourir à l'Eurovision. Donc, eux, ils commencent, on va dire, mi-février ou en février. Et ensuite, jusqu'en fin mars, ils vont essayer de trouver... Enfin, il y aura ce concours pour trouver la chanson finale qui va aller à l'Eurovision. Certains pays, ils choisissent eux-mêmes les artistes. Okay. Mais disons que la plupart des pays ont quand même un concours pour déterminer qui va aller à l'Eurovision. Ouais, un concours de sélection en fait. Ok, donc ça dure quand même 3 mois. Ok. L'esprit, ouais. Mais après, vraiment la saison de l'Eurovision, c'est vraiment mai. C'est le mois de mai. Ok. Ça tombe bien, c'est la saison des examens. Donc si on doit procrastiner, on sait quoi faire. Exactement. Et puis du coup, les concours, juste pour être au clair, les concours pour de l'Eurovision en lui-même, donc là où les pays concourent les uns contre les autres, ça, c'est vraiment seulement 2 demi-finales et une finale. Exactement. Donc c'est en une semaine. 3 fois en une semaine. Exactement. Tu sais ce qu'il en est. Waouh. Et c'est super intense pour les artistes. Tu m'étonnes, ouais. Ouais, je veux bien croire, ouais. Nom d'un petit bonhomme. Et c'est beaucoup de joie pour ceux qui regardent. Ah bah oui, ça je veux bien croire. Et donc en temps normal, il y a énormément de fêtes autour de ça, et puis énormément d'événements, et puis c'est vraiment beaucoup de choses qui se passent autour de l'Eurovision. L'année passée, ça n'a pas eu lieu, et puis cette année, ça va être différent. Mais je vais en parler un peu plus tard. Puis du coup, tu parlais du fait que ça a une origine qui est extrêmement politique en fait. Et, exactement. Et bon, le fait, je sais pas, tous ces jeux où tu soutiens un pays ou le représentant d'un pays ou d'une langue ou quelque chose vis-à-vis d'autres pays, en particulier dans un concours comme celui-là qui se veut pas du tout... je sais pas, hein, mais de ce que je vois, il se veut pas du tout violent ou agressif ou... oui, bien sûr, c'est une compétition, donc il reste cet esprit de compétition, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de très... En tout cas, ça a l'air quelque chose d'assez bon enfant. Ça a aussi un impact politique, j'imagine, aujourd'hui. Comment ça s'inscrit dans une politique internationale? Comme on a dit aussi que justement, il n'y a pas que des pays de l'Union européenne, mais ça reste des pays d'Europe. C'est quoi cette espèce de distinction qu'ils font? Et puis pourquoi? Et puis comment... quel est le rôle un peu politique qu'on peut lui donner aujourd'hui à cette Eurovision? C'est super intéressant, c'est un peu ce que tu as dit, c'est-à-dire que l'Eurovision en tant que telle ne se veut pas du tout politique, même plutôt le contraire en fait. Ils se déclarent comme très anti-politique, c'est censé être une fête de rassemblement, et ils veulent garder un peu cette doctrine de lien en fait, de création de liens qui soient apolitiques. Mais pourtant qui a été créé, comme tu as dit, dans un contexte super politique. Et du coup, en fait, ils ont tout un règlement
qui vise à modérer le message politique qui pourrait être apporté dans les chansons même. Parce qu'en fait, il faut se dire qu'il y a aussi certains bien pays sûr, ouais. qui envoient des interprètes qui ont des chansons avec des textes qui sont très politiques. J'ai des exemples. C'est moi ce que j'allais te demander, alors ça tombe très bien, oui. Alors, il y en a plein, mais j'en ai choisi 3. Le premier, pour commencer, la Suisse, parce que je me dis que ça pourrait être intéressant. En fait, la Suisse, en 2013, elle a envoyé un groupe qui s'appelait Heilsarmee, qui veut dire en fait l'armée du salut. Et sur scène, leur uniforme, c'était l'uniforme de l'armée du salut. Ils avaient été demandés de changer ça parce que ça avait un message qui était trop politique et qui était trop religieux pour l'Eurovision, pour être interprété sur scène. Et du coup, ils ont dû changer leur nom de scène et leur nom de groupe. Je ne sais plus à quoi ils ont changé, mais voilà, c'était un petit peu un scandale, en tout cas pour le peu de gens qui suivent ça depuis la Suisse. J'avoue. Vraiment, j'ai pas l'impression de vivre en Suisse quand j'entends ça. J'avais tellement aucune idée. Ouais. C'est ouf. Ensuite, un autre exemple qui est quand même vachement flagrant, c'est l'Arménie qui, en 2015, avait une chanson qui s'appelait Face the Shadow. Et en fait, cette artiste, elle avait une chanson en arménien qui parlait du génocide arménien des années 40. Oh, waouh. Et c'était un texte qui était très très poignant, extrêmement explicite, et ça a posé pas mal de problèmes. Mais bon, la chanson est quand même passée, et puis elle l'a interprétée et tout. Mais ça, c'est un autre exemple. En fait, il y en a plein de ces exemples, mais c'est juste pour montrer que même si, en tant que telle, même juste avec ces chansons, l'Eurovision voulait être apolitique, elle ne l'est pas, parce que les interprètes même ont des chansons politiques. Et un autre, c'est l'Ukraine en 2016. La chanson s'appelle 1944. Et elle parle de la déportation des Tatars sous l'Union soviétique vers le Pakistan. Ouf. Ça doit pas rendre tout le monde heureux. Aussi l'année où il y a eu l'annexement de la Crimée. Et c'était vraiment un grand problème. D'ailleurs, en parlant d'apolitique, il y a eu plein de scandales entre la Russie et l'Ukraine, justement, entre 2016 et 2017. C'est-à-dire que l'année 2017, la Russie n'a pas participé à l'Eurovision parce que c'était en Ukraine, du coup. Parce que c'était en Ukraine, exactement. Et parce que l'interprète russe, elle n'avait pas le droit légalement d'entrer en Ukraine. Du coup, elle n'a pas pu... carrément entrer dans le pays. Ouais, donc c'est difficile. De toute façon, c'est difficile de séparer ce genre de choses de concours nationaux de la politique, quoi. Mais non, mais bien sûr, d'où aussi un peu le paradoxe en fait d'essayer d'en faire un truc apolitique. C'est vrai qu'il y a tout un jeu politique et géopolitique des votes et du fonctionnement des votes. Ah ouais. Parce qu'en fait, pendant la finale. Et chaque pays doit voter pour la chanson qu'il préfère. Ils peuvent voter donc pour tous les pays sauf le sien. Donc tu es en fait obligé de voter pour quelqu'un d'autre. Donc là, tu peux te dire que tu sors un peu de ce cadre nationaliste parce que tu dois trouver, entre guillemets, un autre pays qui participe dans l'Eurovision que tu aimerais couronner gagnant. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'études en fait là-dessus, c'est assez marrant. Mais tu as des blocs discernables pendant chaque Eurovision qui votent un peu l'un pour l'autre. Sérieux, du genre. Tu vas essayer de deviner. J'ai aucune idée. Je sais pas, l'Espagne pour la Grèce. En vrai, ouais. Il y en a. Alors la Grèce a un autre. Eux, c'est vraiment chaque année. C'est la Chypre. Donne chaque année 12 points à la Grèce. Presque sans faute. Mais trop chou. Mais pourquoi? Attends, la Chypre participe aussi du coup. Ouais, la Chypre participe aussi. Et ils votent systématiquement pour la Grèce. Ouais, ils donnent systématiquement le plus de points possible à la Grèce. Mais c'est trop drôle. Ensuite, t'as aussi le bloc scandinave, donc les pays scandinaves se donnent souvent énormément de points entre eux. Le bloc des Balkans aussi, c'est un peu pareil, ça se donne beaucoup de points. Et puis là, j'ai sorti un qui est extrêmement drôle, et tu vas rire. C'est la Suède et l'Australie qui se donnent souvent beaucoup de points. What the fuck? Pourquoi? Et là, là, Inès, tu vas peut-être me demander, mais pourquoi tu me parles de l'Australie? Oui, genre, depuis quand ça en Europe? Attends, mais quoi? Moi, je comprends plus rien, cette Eurovision. Et juste quand même, par curiosité,
l'Espagne, il y a des gens qui votent pour elle. Écoute, ces derniers temps, c'est un peu compliqué quand même. Ok, d'accord, super. Et sinon, je voulais juste faire un petit commentaire qui m'est popé dans la tête. En fait, c'est intéressant parce que du coup, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, depuis la Suisse, il y a vraiment cette idée, ok, il y a les Balkans d'un côté, il y a les pays nordiques de l'autre, il y a... Et puis, en fait, ça correspond pas mal, là, du coup, finalement, ce qui ressort, en fait. C'est assez intéressant. Je pense qu'il y a aussi une culture ou en tout cas, une histoire commune qui est suffisamment forte pour lier ces pays, même dans un concours national, quand c'est... Enfin, oui, je trouve ça hyper intéressant. Donc, en il y fait. a soit vraiment des blocs qui sont basés souvent sur des pays qui sont voisins, comme par exemple ces blocs des Balkans. La Suède et l'Australie. Oui. Mais voilà, j'allais dire, ou alors sont basés sur la culture populaire. Par exemple, la Suède et l'Australie, en fait, c'est que la Suède envoie beaucoup de musiciens et vice-versa en Australie. Et pour X raisons, ça fonctionne super bien. Et ces dernières années, depuis que j'arrive à... Je vais expliquer après pourquoi l'Australie fait partie de l'Eurovision. Okay. Ces dernières années, vraiment, la Suède et l'Australie se sont donné énormément de points entre eux. Va savoir pourquoi. C'est trop cool. Mais ouais, c'est ouf. Que fait l'Australie dans l'Eurovision ? Alors, je veux bien c'est une question que tout le monde se pose. Je veux bien que l'Océanie aura peut-être plus de difficultés à faire sa propre Eurovision parce qu'ils sont pas énormément de pays, mais quand même, c'est ouf. Il se trouve que l'Australie a toujours... Enfin, ça fait depuis les années 80 que l'Eurovision est rediffusée en Australie. Et elle était toujours rediffusée en direct. Donc ça veut dire qu'elle passait à 3h, 4h du matin là-bas. Mais quoi ? Mais c'est de plus en plus bizarre. Et ça fait donc presque 40 ans que c'est annuellement rediffusé en Australie. Et parce que beaucoup d'Australiens ont des ancêtres ou des grands-parents qui sont européens, il y a une assez grande culture de l'Eurovision là-bas, c'est-à-dire que beaucoup d'Australiens en fait se sont retrouvés à regarder l'Eurovision, à fêter l'Eurovision et à pouvoir participer à l'Eurovision en tant que pays, alors que ils sont pas dans le continent, donc ça a posé un peu un problème. C'est ouf. Et du coup, maintenant vient en jeu l'année 2015. L'année 2015, c'était à Vienne, donc c'est l'Autriche qui était l'hôte de l'Eurovision. Ils se sont dit, tu sais quoi, on va inviter l'Australie qui sont tellement fanatiques de notre concours. D'ailleurs, il y a certaines années où plus d'Australiens regardent l'Eurovision que certains pays, certaines populations qui font partie de l'Eurovision même. Mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et du coup, ils se sont dit, vous savez quoi, l'Australie, vous avez le droit de participer en tant que guest, voilà. Vous pouvez tester une année, comme ça, vous allez savoir ce que c'est. Et au final, on les a gardés. Trop marrant. Ils sont restés, et puis maintenant, annuellement... C'est trop chou. Mais du coup, c'est vraiment... Parce que, on va quand même pas se mentir, franchement, autour du globe, il y a beaucoup de pays où les gens ont beaucoup d'ancêtres européens, quoi. Ouais. Je veux dire, on a quand même... On est allé faire des bébés un peu partout autour du globe. Mais comment... Enfin, il n'y a pas d'autres pays dans lesquels c'est autant C'est vraiment l'Australie, c'est devenu super important. Il y a vraiment une culture qui s'est créée autour de ça. Et d'ailleurs, si tu parles avec certains Australiens, ils vont te dire oui, chaque année, on a des fêtes et on regarde ça, on invite tous nos amis. Et puis, il y a vraiment toute une culture de l'Eurovision. Wow. C'est pas pour rien, du coup, qu'ils font partie maintenant... du concours. Puis il y a la Suisse qui est au milieu de l'Europe qui n'a rien à secouer de l'Eurovision, quoi. Exactement. Non mais what, ce qui est ouf. Le monde ne veut rien dire. Ok, non mais très bien. Et d'ailleurs, c'est un peu... En fait, maintenant, on va arriver à un point que je trouve super intéressant et puis qui part un petit peu de ce côté hyper politique et un peu polarisant de l'Eurovision. C'est en fait c'est cette sous-culture de fête et de glam et de kitsch de l'Eurovision comme on le connaît. C'est-à-dire que beaucoup de gens, quand ils entendent l'Eurovision, ils se disent « Ah oui, c'est kitsch, c'est... » Ouais, tu penses aux paillettes, tu penses à plein de projecteurs, une grande scène méga éclairée, des méga talons, Moi, je pense... Conchita Wurst, elle était... voilà, typiquement... Moi, je pense vraiment un peu à ça, quoi. Ouais, mais en fait, t'as raison. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'Eurovision... c'était un milieu, entre guillemets, un safe space hyper propice à une sous-culture LGBT et queer. Et pas tout le monde le sait peut-être, ou forcément. Mais en fait, il y a énormément de fêtes et de personnes de la communauté LGBT qui se rassemblent autour de l'Eurovision pour fêter ça. Et c'est aussi parce que c'est devenu un petit peu
un symbole en fait presque de la Pride. Ça relève de la Pride, disons, parce qu'il y a du flashy, comme tu as dit, il y a des paillettes. Et puis, c'est même devenu un endroit où des personnes queer peuvent s'exprimer sur un grand plateau. Librement. Un grand auditoire en plus. Et un grand auditoire, exactement. Comme par exemple, Conchita Wurst, c'est l'exemple parfait. Il y a des drag queens en masse qui ont soit participé, soit qui participent à des fêtes autour de l'Eurovision. Et donc, c'est vraiment... ça c'est hyper répandu. Et puis, c'est devenu une grande partie de l'Eurovision, en fait. Waouh. C'est fou. C'est trop cool, en fait. Moi, je n'ai aucune idée. Vraiment, Donc en fait, l'Eurovision, pour certains, c'est vraiment juste une grosse fête. Et tu te laisses aller et puis tu regardes cette émission qui peut être qui peut avoir du suspense, tout comme elle peut être malaisante, tout comme elle peut être juste incroyable. Purée. Ok, ça me donne envie de regarder. Ça me donne envie de regarder pour une fois. Je crois que j'ai jamais regardé l'Eurovision. Ouais, c'est bien possible. Ça me donne envie de tester en fait, de voir. Après, il y en a beaucoup qui regardent juste pour se moquer en fait, c'est-à-dire que. Pourquoi pas, si c'est aussi rassembleur dans une certaine mesure. Je veux dire, le nombre de gens qui vont voir des matchs de foot juste pour aller se biturer la tronche avec des potes dans un bar et puis avoir une excuse pour faire la noce, enfin je veux dire. Oui, j'en reviens au foot parce que c'est ce que je connais un petit peu plus, mais voilà, pourquoi pas. Hein. Nouvel An, c'est la même chose, non? Pour ceux que ça a donné autant envie que Inès, si jamais la finale, ce sera le samedi, ce samedi 24. Je crois à 20h ou à 21h, à vérifier. Sinon, j'imagine que ça se trouve sur Internet. Oui, très facilement, vous tapez Eurovision et c'est tout bon. Ils sont pas en manque de marketing, ça c'est sûr. Tu m'étonnes. Et puis du coup, cette année, c'est un peu différent parce que ils vont pas accueillir autant de monde que d'habitude. Mais en fait, ils ont quand même décidé de faire avec l'État des Pays-Bas une expérience de Covid avec l'Eurovision. C'est-à-dire que ils vont quand même inviter vendre un certain nombre de tickets. Je crois jusqu'à 3000 personnes peuvent aller voir. Normalement, c'est combien environ? C'est bien plus, je crois. C'est comme une très grande salle de spectacle, de concert. Pour moi, une très grande salle de concert, c'est 1000 personnes. Alors du coup, je t'explique. Je pense que c'est genre entre 10 000 et 20 000 personnes. Ah waouh, ok, ouais, d'accord. Donc c'est quand même beaucoup. Effectivement. Et puis donc les personnes qui peuvent s'acheter un ticket, elles doivent avoir un test Covid négatif, doivent porter un masque si elles ne sont pas assises, etc. Donc il y a certaines normes, certaines mesures qu'elles doivent suivre, mais l'idée c'est d'en faire un test de grand rassemblement social, culturel, comme il y en a eu aussi en Espagne, il me semble, ou en Grande-Bretagne, etc. Et puis l'idée c'était aussi de pouvoir rassembler des données par rapport à ça. Donc cette année ce sera différent, il y aura moins de monde qui pourra assister, ce sera surtout digital en fait, en live sur nos télés. Et puis en ce qui concerne la Suisse, elle sera représentée par un fribourgeois, yay, un jeune homme qui vient de Bro. Son nom d'artiste c'est John Steers. Il était censé aussi nous représenter l'année passée, mais vu qu'il n'y a pas eu lieu, il va représenter la Suisse avec une nouvelle chanson qui s'appelle Tout l'univers. Donc en français. En français, exactement. Ah, chouette. Chaque pays est libre de chanter dans la langue qu'il veut. Ah, c'est ce que j'allais demander. Malheureusement, la plupart chantent en anglais. Je dis malheureusement, évidemment, c'est une question de goût, mais point de vue, mais c'est quand même chouette. Fun fact par rapport à ça, c'est la première fois que le Portugal envoie une chanson en anglais. Ok. Depuis 60 et quelques années, ou un peu moins, que le Portugal participe. C'est la première fois qu'elle ne sera pas en portugais. Oh, waouh. Elle a déjà gagné en portugais? Ouais, il y a en 2017, elle a gagné avec une chanson de fado. Oh, ouais. Tu sais comment elle s'appelle? Non. Ok, dommage. C'est du portugais. C'est du portugais. Tu parles d'une excuse. Et la Suisse, elle se battra jeudi en demi-finale. Ce sera une des dernières chansons à passer. Et on espérera la voir en finale pour essayer de gagner le grand titre de cette année. C'est en fait un favori cette année, la Suisse. Sérieusement? Avec certains... Oui, parce que chaque année, du coup, il y a entre guillemets des favoris. C'est pas forcément ceux qui vont gagner, mais c'est toujours un peu ceux qui ont soit le plus de streams, soit ceux dont on parle le plus, ceux qui font le plus de bruit, etc.
Et la Suisse fait partie de favoris parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Elle trouve la chanson très bien composée, extrêmement technique. Et puis il a une voix qui est assez spéciale et qu'il maîtrise très bien. Donc ça fait partie des favoris. Reste à voir après comment elle va faire dans le concours. Et c'est ce qui est incroyable avec l'Eurovision, c'est que les prévisions ne sont jamais vraiment représentatives de ce qui va vraiment se passer. Je crois qu'on a une fan. Trop cool. Ok, en tout cas, ça a l'air... encore une raison pour suivre, du coup. Si on n'était pas déjà motivé avant. On peut gagner cette fois. Ça commence à devenir un peu la pub, tu sais. Ouais, un peu. Franchement, jusqu'à cet épisode, je dois dire que j'avais un peu des a priori négatifs vis-à-vis de l'Eurovision. En mode, non, c'est un truc commercial, franchement. Très nationaliste. Ça peut l'être, d'ailleurs, etc. faut pas l'oublier. Oui, j'imagine. Mais je t'avoue que pour moi, c'était vraiment aussi juste le côté, la musique un peu kitsch, un peu mielleuse. Et les mauvais souvenirs de l'école espagnole, peut-être aussi. Petit traumatisme. Mais voilà. Mais franchement, ça me donne envie, en tout cas, de découvrir ce que c'est, quoi. Plus amplement pour pouvoir me faire une idée un peu plus claire. Mais du coup, à ce propos, je te propose de commencer avec le petit quiz que nous avons concocté. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, on s'est dit que ça pouvait être sympa alors comme je ne connais rien, Sophia va me faire deviner des trucs à partir de fun facts qui ont, donc de choses qui ont réellement existé mais qui sont un peu random. J'ai choisi un peu aléatoirement, on va pas se mentir. Voilà. Et moi je vais lui poser des questions sur l'histoire de l'Eurovision, voir si elle a bien révisé. Et on va passer le quiz ensemble. Et voilà. Est-ce que tu veux que je commence ? Vas-y, commence, allez. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fait, un sort de fun fact de l'Eurovision, et ensuite j'en ai inventé un ou deux autres à côté. Et Inès, t'es censée deviner lequel est juste. Ok, let's go. Quelle sera la bonne réponse ? Ça va être compliqué, vas-y. Je pense que tu peux le faire. Merci pour ta confiance. Alors, la première question, et bien sûr, ceux qui nous écoutent, les auditeurs et auditrices, ils peuvent essayer de faire avec Inès. Courage. Donc, quel est le pays qui a gagné le plus de fois dans l'histoire de l'Eurovision ? 7 fois, donc ce pays a gagné 7 fois en tout. L'Irlande, la Suède, ou l'Allemagne. J'aurais envie de dire l'Irlande, mais... Ou la Suède. Attends, tu m'as dit quoi ? Il y avait l'Irlande, la Suède ou l'Allemagne. Premier feeling, ce serait l'Irlande. Je vais partir sur l'Irlande, j'ai aucune autre information. C'est juste ? C'est vrai ? Non, je te jure, bien joué. Merci. L'Irlande qui a gagné 3 années de suite. À la maison. En 1992, 1993 et 1994. Ah ouais, rien que ça. Et l'année 1994, elle a envoyé une chanson qu'elle jugeait être horrible parce qu'elle en avait marre d'organiser l'Eurovision dans son propre pays et elle a quand même gagné. Oh, trop marrant. C'est un peu mal fait, mais c'est assez marrant. Une chanson qu'elle jugeait horrible parce qu'ils en avaient marre d'organiser chez eux. Oh là là. Deuxième question, je vais te lire des titres de chansons de l'Eurovision et tu vas essayer de deviner le titre qui est faux. Le seul titre qui a vraiment pas jamais été interprété dans l'histoire de l'Eurovision. D'accord, vas-y. Prête ? Boom Bang Bang, Abaniba, Bim Bim Boom, Bana Bana ou Bourne Badabourou. Bana. Non, faux. Aucune idée. Bim Bim Boom, je l'ai inventé il y a quelques secondes. Franchement, belle invention. Mais quoi ? C'est quoi les autres chansons ? Genre, tu sais quelle langue ? C'est toutes des chansons qui sont assez vieilles, mais c'est vraiment quasi que des onomatopées. Je crois qu'il y en a peut-être... Non, je crois que c'est quasi que des onomatopées ou des... Ouais. T'arrives à dire à peu près de quel pays elles sont Non, ou pas du tout ? Je sais qu'elles sont plutôt dans des années... Ah, quoique, en fait. Oui. Donc, Boom Bang Bang, c'était la Grande-Bretagne, en 69. Abaniba, c'était l'Israël en 78. Bana Bana, c'était la Turquie en 89. Et Bourne Badabourou, c'était Monaco en 67. Donc, c'est toutes des assez vieilles chansons. Quelle langue ils parlent là-bas ? Mais en Grande-Bretagne, quelle langue ils parlent, purée ? Ok, très bien. Troisième question. Alors, on a déjà parlé vite fait de ça, mais en 1974, c'est ABBA qui a gagné avec la chanson Waterloo. Laquelle entre ces deux possibilités est la bonne ? La Grande-Bretagne leur a donné 0 point parce qu'elle n'a pas aimé le contenu de la chanson. Ou alors la France leur a donné 12 points parce qu'elle a énormément aimé le contenu de la chanson. Oh mais c'est trop marrant.
En fait, je vais voter pour la plus marrante, c'est-à-dire la 1, mais je sais pas si c'est la vérité. Oui, c'est vrai. C'est vrai? No way! La Grande-Bretagne n'a pas donné de points. La Oh là Grande-Bretagne a eu un grand somme et a pas du tout aimé cette chanson, on leur donnait 0 point. Et ensuite, ABBA, évidemment, a Oh, mais c'est fini sérieux. par être un grand hit Oui, bah dans oui. le même pays. Oui, bah oui, évidemment. Il représentait du coup La Suède. la Suède, ouais. Mhm. Ok. Trop marrant. Et puis finalement, en 1968, la chanson de l'Espagne, intitulée La La La, contient combien de la? 36. Bien sûr, sur les X chansons que j'ai apprises à l'école espagnole, il n'y a pas celle-là. Alors, Ok, est-ce qu'il y a vas-y. 36 là, Oh. 79 là ou 138 là? On parle des la note ou des la comme La ça La 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 Oh La. là 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 Oh là 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 là. là. Répète, il y en avait combien? 36, Oui. 79 ou 138? Bon, j'imagine 138, c'est un peu toute la chanson, puis 36, c'est un peu pas assez, donc on va partir sous 79, mais c'est vraiment du pif. C'est 138. No Oui, je te jure. Mais est-ce qu'il y avait d'autres paroles que la J'ai aucune idée. Mais c'est J'en doute. C'est hyper marrant. Bon bah écoute, j'ai appris beaucoup de choses pas tout à fait utiles, mais très marrantes. Ouais. Merci pour... je sais C'est pas si t'as aléatoire. encore- Alors moi j'ai des questions maintenant pour toi. Je stresse. Attention, en dehors des manifestations estudiantines en Suisse, que s'est-il passé en 1969? Évidemment, là on parle du cadre de l'Eurovision. Du coup, Je ne sais pas en fait. il y a 3 possibilités. Ah d'accord, tu vas me les donner. T'inquiète. La première chanson est disqualifiée. Ou une explosion dans les coulisses a suspendu le concours. Ou pour la première fois, il y a eu 4 pays ex aequo. 4 pays ex aequo. Alors en effet, pour la première fois, il y a eu 4 pays ex aequo en 1969. Très bonne réponse. Merci. Ce furent l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni avec 18 points. Ce que je sais absolument pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, 18 points, c'est plus énormément dans la mesure où les gagnants gagnent souvent dans les 300 points. Ah ouais, non, Donc c'est ça pas a beaucoup, ouais. changé quand même. Le système de vote et de points a beaucoup changé entre deux. Bon, ça fait 5 ans, enfin ça fait 52 ans du coup, Ouais. pas extrêmement étonnant, mais voilà. C'est un fait unique dans un championnat du monde. 4 athlètes qui ont été sacrés championnes du monde dans une même discipline. Deuxième question. Quel âge avait le ou la plus jeune chanteuse ayant participé au concours? Ça, j'ai lu. 12, 13 ou 16 ans? Non, ça, j'ai lu. J'ai l'impression que j'ai triché. C'est 13, je pense. Si- En fait, non, c'est ma dernière bafouille, je sais que c'est 13. C'est ma dernière bafouille. Si tu as tort, voilà, hein, Mhm. tu sauras. Et alors, pour l'âge de le ou la plus jeune chanteuse, Sophia, il faut réapprendre à lire. Ce n'était pas 12, ce n'était pas 13, c'était 12 ans. C'était Je suis choquée. la candidate belge Nathalie Pack qui avait 12 ans, moins 5 jours, le 6 mai 1989, Ah, quand donc elle a avait remporté 11, le en fait. trophée. D'accord. Oui, bon, voilà. Tu sais, tu peux pas t'en sortir comme ça, c'est quand même pas 13, ok? En 1978, lorsque la victoire d'Israël devint évidente, que firent les télédiffuseurs d'Afrique du Nord et du Proche-Orient? On en revient à cette dimension politique. 1. Ils mirent fin à la retransmission. 2. Ils passèrent à une émission locale. 3. Ils réémirent la chanson turque. Ils mirent fin à l'émission. Je pense aussi. Effectivement, ils mirent fin à la retransmission. Let's go. Voilà. Bon, c'était la plus probable, d'après moi. Oui, effectivement. Je pense pas qu'ils allaient faire genre... Ah non, en fait, bonjour, aujourd'hui Problème il y a des... Ouais, c'est ça. Alors, nous annonçons de la pluie sur... voilà. Et dernière question. Dave Benton est le premier artiste noir à avoir remporté le concours en 2001. C'était pour l'Estonie. Déjà, what the fuck. De quelle origine est-il? Aruba et ses oiseaux, Bonaire et ses tortues, Curaçao et ses cocktails. Good luck with this. Curaçao et ses cocktails, parce que les cocktails et l'Eurovision, ça fait un. Bon, mais c'est surtout parce que les cocktails, c'est bon, non? Oui. Du coup, non. Dave Benton, pour l'Estonie, ne venait pas de Curaçao. Malheureusement pour lui, il n'avait pas droit aux cocktails. Il avait bien droit aux oiseaux d'Aruba. Pardon. Voilà, bon, c'est quand même chouette. Oui, Mais- c'est chouette. Mais voilà, C'est de moyenne, quoi. C'est pas Curaçao, quoi. Mais du coup, on a appris des choses extrêmement intéressantes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Que Aruba avait des oiseaux et Curaçao des cocktails.
Et que ben voilà, à 11 ans et 360 jours, on peut participer à l'Eurovision. Stylé. Incroyable. Ouais, pas mal. pas mal. Bon, je pense qu'on a longtemps blablaté à propos de l'Eurovision, mais j'espère que cet épisode du pot de frise, qui est un peu différent des autres épisodes, vous aura plu tout de même. C'est à l'occasion donc de cette semaine où il y aura les 2 demi-finales et la finale de la 65e édition de l'Eurovision à Rotterdam. Vous pouvez trouver j'ai vraiment tapé Eurovision sur internet et on tombe directement sur le site. Donc ne vous en faites pas si vous cherchez des infos. Ne vous tournez pas vers nous, mais demandez à internet parce que vous trouverez le nécessaire. Et du coup, merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt. Et bon visionnage de l'Eurovision. Allez, tchuss. Au revoir.